Notre prochaine présentation est avec Johar Sihamed, docteur en psychologie, psychanalyste, hypnothérapeute ericksonienne et praticienne du travail de respiration holotropique. Elle a cofondé l'Institut de sciences limitées de la psyché, le ICLP, et auteur de plusieurs ouvrages, dont Pour une psychanalyse des expériences exceptionnelles. Johar est une vraie figure dans la métapsychique française aussi. Elle était parmi les premières qui m'a rejoint dans l'Institut métapsychique il y a 20 ans, mais en plus, elle était impliquée bien avant ça dans la métapsychique, et au niveau ICLP et au niveau de l'Institut métapsychique. Elle a connu bien Larcher, Marcotte, d'autres figures de l'Institut métapsychique, et elle a fait revivre en France les approches de groupe, c'est-à-dire un travail de groupe sur la télépathie, ce qui est très intéressant. Je ne sais pas si tu vas rentrer dedans aujourd'hui, Johar, mais en tout cas, voilà. Et elle a aussi une très longue expérience avec les états modifiés de conscience. Elle a étudié avec Stan Grof les papes de la respiration holotropique. Donc, c'est avec grand plaisir que j'accueille aujourd'hui Johar Sihamed. Merci Mario. Alors bonjour à tous et merci d'être là. Je me disais en attendant que Mario ait fini de me présenter, je me disais que c'était l'heure de la sieste et que j'espérais que le repas n'allait pas un petit peu vous endormir, ni m'endormir moi-même. Donc j'espère que ce que je vais présenter va nous intéresser. Donc je ne me présente pas, donc Mario m'a très bien présenté. Donc effectivement je suis très intéressée par les états de conscience et par le travail de respiration holotropique notamment, qui est à mon sens le maximum d'ouverture du champ de conscience que l'on peut réaliser en accompagnement. Pour commencer, je vais essayer de vous parler, enfin de vous présenter de quoi je vais vous parler, d'où je vais vous parler et qu'est-ce qu'on va essayer de comprendre au cours de cette présentation. Donc d'abord quelques définitions, parce qu'on va parler d'expériences exceptionnelles, de parapsychologie clinique et d'un certain nombre de concepts de ce type. Donc je vais définir ce que c'est qu'une expérience exceptionnelle, pourquoi est-ce qu'on les appelle expériences exceptionnelles. Ensuite, je présenterai ce qui, pour moi, constitue les deux grands types d'expériences exceptionnelles, non pas par leur contenu, mais par leurs effets. Leur contenu peut être le plus extraordinaire possible, mais par leurs effets, on a deux catégories que j'ai appelées, par des mots qui sont peut-être pas très heureux, mineurs et majeurs, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, je ferai un petit crochet par un rapide historique de la parapsychologie clinique pour vous montrer que c'est depuis toujours qu'on s'intéresse à ces phénomènes-là d'un point de vue clinique. Et ensuite, si j'ai le temps, tout dépend, je présenterai l'histoire d'un cas clinique, l'histoire de Jacqueline. Mais enfin, j'aurais présenté quelques petits cas cliniques entre-temps. Donc d'abord, expérience exceptionnelle. Alors pourquoi expérience exceptionnelle? Donc d'abord, c'est un terme qui a été forgé en 1977 par Montague Ullman, qui est un psychiatre et psychanalyste américain. Mais avant cela, Christian Moreau en France avait déjà parlé de parapsychologie psychanalytique. Donc déjà, on commence à se poser la question de comment pouvoir faire se rejoindre ces deux grands courants que sont la parapsychologie et l'approche clinique. Donc, en tout cas, ce terme a été repris ces dernières années et il est pratiquement utilisé par toutes les personnes qui s'intéressent, qui abordent ce sujet de la clinique, de ces états. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, pourquoi? Alors, à mon avis, il a d'abord l'avantage de ne pas poser de hiérarchie par rapport au contenu. Ça englobe toutes les expériences exceptionnelles. Il a l'avantage de ne pas poser de diagnostic a priori. Et cette appellation permet aussi de jeter une sorte de voile pudique sur ces expériences, sur certaines de ces expériences qui pourraient faire peur, qui pourraient être un peu sulfureuses, comme on va voir tout à l'heure les appellations. Et donc cela m'a fait penser un peu à l'astronome turc de Saint-Exupéry, qui est arrivé en France avec une théorie extraordinaire de physique et qui l'a présentée dans un grand congrès, mais malheureusement pour lui, il était habillé avec un tarbouche en habit de turc et personne ne l'a écouté, tout le monde a passé son temps à regarder son habit. Et puis l'année d'après, il est revenu avec la même théorie, habillé avec un costume 3 pièces, et tout le monde a applaudi parce qu'on trouvait que tout à coup cet homme avait fait quelque chose d'absolument extraordinaire et c'était la même présentation. Donc cette appellation, elle a donc beaucoup d'avantages. Et donc elle va regrouper toutes ces expériences qui sont un peu éparses, dont vous avez entendu parler les uns les autres, les expériences transpersonnelles, paranormales, spirituelles, mystiques, les urgences spirituelles, toutes ces choses qui amènent les gens, dans ces expériences-là, à aller aux limites de ce qu'ils peuvent vivre et aux limites du réel dont on parlait ce matin.
Alors, il y a quand même quelques points communs, je ne vais pas tous les lister, je vais vous en donner 2 ou 3, à toutes ces expériences, puisqu'elles se retrouvent dans le même package. Donc d'abord, on a parlé d'état de conscience ce matin, donc il y a une modification de l'état de conscience. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, c'est l'état de conscience modifié qui va amener le psy, et puis parfois, c'est le psy qui va amener la modification de l'état de conscience. C'est-à-dire l'événement lui-même va être tellement choquant qu'il va effracter et amener l'état de conscience. Donc, on est obligé, en consultation, de tenir compte de cela. Donc, cette modification de l'état de conscience, elle est en relation avec, évidemment, l'inquiétante étrangeté. Quelque chose qui arrive, qui ne fait pas partie de mon monde, une expérience, comme Bertrand on a présenté ce matin, une expérience qui viole, comme on dit, les lois du fonctionnement du monde, qui viole ma représentation du monde. Et donc à ce moment-là, je ne peux pas l'intégrer. Je ne peux pas l'intégrer, ça va entraîner une perturbation plus ou moins grande, tout dépend de ma constitution psychique qui va intégrer ou pas intégrer ce phénomène. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de 2 grandes catégories d'expériences exceptionnelles, les expériences mineures par leurs effets ou majeures par leurs effets. Donc, par exemple, je suppose que parmi vous, si vous êtes là, certains d'entre vous, j'en connais certains d'ailleurs pour qui c'est arrivé, ont vécu des expériences psy, donc télépathiques, flash prémonitoire ou PK, et en général, vous avez pu, même après le saisissement de départ, les intégrer dans votre parcours. Hein, c'est devenu soit un champ de curiosité, soit un début de demande, de lecture, etc., pour vous familiariser avec la chose. En tout cas, vous l'intégrez et ça fait partie de votre vie, quelle que soit la position que vous prenez. Donc ça n'entraîne pas d'effets pathologiques ou de difficultés majeures. Donc elles sont perçues plutôt comme un clin d'œil, comme un message de votre inconscient, comme une invite à aller plus loin, comme une invite à aller lire, à aller découvrir. Et donc ces gens, on peut faire un chemin. Et d'ailleurs ces personnes-là, à l'IMI, nous appellent, ou à l'ICLP ou ailleurs, nous appellent pour dire qu'est-ce qui se passe, est-ce que d'autres personnes ont vécu des choses comme ça, et on les aide à intégrer ça. Donc vous comprenez que là, l'expérience peut être majeure, mais elle est mineure dans ses effets. Un exemple. Donc il s'agit de Daniel, d'un homme qui, dans une séance de yoga, à la fin de la séance de yoga, comme ça arrive, donc il y a une relaxation. Donc tout le monde est en relaxation, tout le monde est allongé sur le tatami, tout se passe bien, et tout à coup, il a le sentiment de sortir de son corps, et il a l'impression d'être en hauteur, hein, en haut de la salle, et tout à coup effaré parce qu'il voit son corps et le corps de ses collègues de yoga, et le corps de la prof de yoga, et il est pris un peu de terreur en se demandant ce qui se passe. C'est la première fois que ça lui est arrivé. C'est quelqu'un de très rationnel et de très... à qui ce genre de choses n'était jamais arrivé. Et puis, au moment où il prend conscience de ça, il réalise qu'il y a un miroir. Il regarde le miroir dans la salle de yoga. Et, comble de l'horreur, il ne voit rien dans le miroir. Imaginez-vous. Donc vous trouvez face au miroir et il ne voit rien dans le miroir. Donc la terreur a été telle qu'il est retombé brutalement dans son corps. Mais ses capacités psychiques étant importantes, ses ressources psychiques étant importantes, il n'a pas décompensé. Il s'est posé des questions, il est allé proposer un certain nombre de choses, et quelques années après, il en est parlé dans sa thérapie, et comme un événement qui l'a bouleversé, qui lui a permis de comprendre un certain nombre de choses, mais sans plus. Donc voilà une expérience paranormale majeure dans son contenu, mineure dans ses effets. Avant de parler d'un autre cas plutôt majeur, je voulais donner une métaphore avec les limites que peut avoir une métaphore. Quand on a un appartement qu'on a choisi, une maison qu'on a choisie, on est en principe en sécurité, surtout quand on ferme les portes et les fenêtres, et s'il y a un orage qui gronde, même si c'est un orage violent, on est très content parce que les fenêtres résistent, les portes résistent, et même on est très heureux d'être à l'intérieur de cet îlot de sécurité pendant que ça gronde tellement à l'extérieur. Donc les choses, le tout tient parfaitement. Mais, donc là aussi, hein, vous voyez bien, les effets sont, l'orage peut être très important, mais les effets sont mineurs pour l'intérieur du sujet. Mais parfois, ce même orage va avoir la valeur d'un tsunami. C'est-à-dire, pour des raisons qu'on va voir tout à l'heure, donc ce même orage va cogner les fenêtres, casser les carreaux, faire bondir les portes, et le sujet va se retrouver complètement
inondé et le monde extérieur et le monde intérieur vont être mélangés, les matériaux extérieurs et les matériaux intérieurs vont se mélanger, et il n'y aura plus de distinction dedans-dehors, et c'est le début de l'errance dont on va parler tout à l'heure. Donc les bases mêmes de l'identité vont vaciller à ce moment-là. Donc pour illustrer cet aspect-là, je pense à Édouard, donc c'est aussi une sortie du corps. Donc c'est un jeune homme qui était en grande rébellion vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de la société, il trouvait que tout le monde, rien n'allait, et il avait de temps en temps des envies de suicide. Et puis un jour, lors d'un grand conflit avec ses parents, il entre dans sa chambre dans un état de fureur, il était hors de lui, dans un état de fureur très très grand. Il s'allonge sur son lit en disant « je vais mourir, je vais me suicider », etc. Et à ce moment-là, quelque chose se passe, il sort de son corps pour la première fois et il se retrouve en haut. Et au moment où il prend conscience de ça, enfin, si ça vous est arrivé, vous savez comment on peut prendre conscience de ça une fois qu'on est en hauteur et qu'on voit son corps. Et à ce moment-là, il voit sa mère, qui devait être un peu inquiète de ce qui venait de se passer, ouvrir la porte et aller vers lui. Et lui n'est pas dans son corps, selon son vécu. Et il a à ce moment-là un sentiment absolument terrible, parce qu'il se dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire de mon corps et comment elle va me trouver, qu'est-ce qui va se passer, qui est entré dans mon corps, est-ce qu'elle va entrer... Enfin bon, un certain nombre d'idées comme ça qui font que là aussi, il retombe brutalement, sauf que lui, la secousse, le séisme a été tellement grand qu'il va se retrouver en errance de voyant, en désenvoûteur, etc. Et il se retrouve effectivement à un moment donné à consulter en psychiatrie. Donc là aussi, on voit que en fonction de la façon dont on va traiter l'événement, puisqu'on sait bien que le traumatisme, c'est pas le traumatisme en lui-même, mais la façon que l'on a de l'intégrer, de le gérer, ou de ne pas le gérer, qui va poser problème. Voilà, donc il y avait bouleversement et débordement de ses capacités psychiques, et il ne pouvait plus faire face aux choses. Donc, quels sont les vécus? Donc, effectivement, j'en ai listé quelques-uns, mais ce n'est pas la totalité. Donc, il y a une angoisse très grande, il y a une dépersonnalisation très importante, il y a quelque chose qui se passe que je ne peux absolument, c'est un objet étranger que je ne peux pas intégrer à ma vision du monde, et donc mon état de conscience se modifie, et se modifie, pas comme dans une transe accompagnée, mais se modifie un petit peu dans tous les sens, et il y a une perte des repères, une perte une insécurité, ce qu'on appelle une insécurité affective de base, c'est-à-dire ce qui nous constitue, ce qui fait qu'on est en sécurité en soi, et n'existe plus ou est malmené. J'ai dit que les dedans et les dehors étaient mélangés, et sentiment de dépossession de soi, et les barrières, comme si les barrières psychiques que nous avons, qui filtrent les choses, ne sont plus efficientes. Et donc, une porosité qui va, normalement devrait être correcte, qui va devenir de plus en plus grande. Donc en écoutant cela, tout psychiatre ou psychanalyste se dit, c'est évidemment un diagnostic de psychose, hein, si c'est très fort vécu. Mais en fait, dans ces cas-là, il y a souvent une intrication du psy-PSY et du psy-PSI. Alors les conditions d'émergence, là aussi je vous en liste quelques-uns. Oui, je disais que les deux mondes ne sont plus fiables, hein, on ne peut plus s'appuyer sur un monde interne ou un monde externe. Donc les conditions d'émergence, alors ceux qui travaillent avec ce type de personnes le savent, donc ça peut être, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais un certain nombre de situations qui vont entraîner ces émergences violentes chez ces personnes. Donc travail énergétique assez souvent, éveil de Kundalini un peu sauvage, ou au cours d'un groupe, comme on l'a vu ces jours-ci pendant la présentation en anglais, une prise de substance, donc prise de substance mal accompagnée, qu'on appelle prise de substance sauvage, hein, donc, et qui nous fait tomber sur un mauvais trip, une crise existentielle majeure, un vécu traumatique, des deuils, des séparations, des syndromes anniversaires et des OBE comme on vient de le voir. Alors pourquoi ça, ah oui, j'ai oublié avec les adolescents, les séances de table tournante, on démarre avec ça, avec un jeu, et puis tout à coup on a des réponses un peu curieuses, et on est absolument affolés, les gens sont affolés d'avoir des réponses à leurs questions. Par exemple, les réponses sont au sujet d'examen, hein, par exemple. Donc ça c'est arrivé, donc ça affole les gens, donc soit ils referment, soit ils commencent une errance en se demandant s'ils n'ont pas joué avec le diable, pactisé avec le diable. Donc pourquoi est-ce que ça a cette valeur? C'est parce que ces événements actuels, pourquoi chez certains ça ne va pas réveiller cette violence, ça ne va pas avoir ce type de répercussions, et pourquoi chez d'autres? Donc souvent ce qu'on retrouve dans l'anamnèse de ces personnes, c'est souvent
des traumatismes anciens, en général des pertes, des deuils précoces de la petite enfance, des deuils maternels, une dépression maternelle, un abandon maternel, pas forcément un abandon physique, mais un abandon réel, mais une mère qui n'est pas présente psychiquement parce qu'elle ne peut pas investir son enfant, parce qu'elle est malade, elle est déprimée ou elle a d'autres préoccupations. En général, c'est pendant les premiers mois de l'existence. Donc, à un moment donné, ce qu'on appelle un traumatisme, alors j'aime pas trop le mot programmant, mais un traumatisme qui va s'installer et qui va rester à l'état quiescent pendant des années, va se réveiller quelques années après, à l'occasion de cet événement, et qu'évidemment le sujet, alors on disait ce matin appel, ou hier, c'était hier qu'on parlait du secret en life, mais en tout cas quelque chose où le sujet se retrouve à un carrefour de cet événement. C'est pas pour rien qu'il va vivre cet événement violent, parce que vous allez voir à quoi ça va le mener. Donc c'est un ensemble de situations, ce que je vous ai décrit là, qui sont propices à l'émergence de ce qu'on appelle des matériaux archaïques, c'est-à-dire qui renvoient au fondement même de notre vie psychique, un moment où le dedans et le dehors ne sont pas encore différenciés, où tous les sens ne sont pas différenciés, etc. Donc avant de parler de l'accompagnant, je vous ai dit tout à l'heure que je voulais faire un petit crochet par un peu d'historique. Évidemment, nous n'avons pas été les premiers à nous occuper de cette question du psy, de la télépathie et d'autres phénomènes dans le cadre de la clinique. Donc le premier Freud, évidemment. Alors vous avez une photo, Freud, Jung, Ferenczi et autres. Donc ils se sont, Freud, Ferenczi, Jung, se sont occupés évidemment de ces sujets-là, puisque vous connaissez les publications Psychanalyse et télépathie et d'autres. Donc il y a eu ces personnes, puis après cette première génération, ce premier contingent, je ne sais pas comment on peut l'appeler, il y a eu, j'en ai choisi 4, il y en avait plus, mais ce sont les plus importants. Donc Jan Ehrenwald, Montagulman, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est à l'origine de l'expression expérience exceptionnelle, Emilio Servadio, qui avait la particularité d'être à la fois président de l'association psychanalytique italienne, mais aussi président de la société psychique italienne. Donc il combinait les deux casquettes, comme dirait Bertrand, à la belle époque. Et puis Julie Zenbud, dont on a beaucoup parlé au cours de ce colloque, à propos de têtes sérieuses, dont Thomas Rabéron nous a parlé et Bertrand. Et donc ce sont des personnes qui sont importantes dans la mesure où elles ont participé au premier colloque international de parapsychologie en 1953, et donc qui ont participé et qui ont posé les premières bases de psychanalyse et télépathie, psychanalyse et parapsychologie, qui a d'ailleurs été traduit dans l'ouvrage qu'a publié Robert Amadou de cette époque-là. Donc ensuite, il y a eu, donc là je vous ai fait juste une liste parce que je ne vais pas m'y attarder, donc il y a eu toute une liste de contemporains. Donc les premiers c'est Nicole Gibran, Christian Moreau et Favès Boutonnier, donc qui ont été des psychanalystes et psychiatres et qui se sont intéressés, qui ont participé notamment à l'IMI, qui ont travaillé avec Hubert Larcher à la consultation de l'IMI pour les personnes présentant des phénomènes de ce type. Et puis après les autres qui sont, comme je l'ai écrit, qui ont écrit, intégré ou fait référence aux dimensions paranormales de la vie psychique. Donc il y avait des travaux qui prenaient les choses de façon frontale et d'autres qui les prenaient de façon allusive, etc. Mais ce sont quand même des travaux qui ont tous plus ou moins parlé de ces niveaux archaïques qui permettent l'émergence de ces phénomènes-là. Et d'autres, j'en oublie d'autres. Donc ça c'est le côté, très rapidement dit, du versant psychanalytique. À côté du versant psychanalytique, on a, du côté de la parapsychologie, donc c'est la photo que nous avons déjà vue ce matin et hier, donc à côté de ça, il y a deux précurseurs de la parapsychologie clinique dans le monde de la parapsychologie. Hein, c'est pas dans le monde de la psychanalyse, dans le monde de la parapsychologie. Hans Bender, qui était professeur de psychologie en Allemagne, et Hubert Larcher, directeur de l'Institut métapsychique dont Renaud a parlé ce matin. Donc ces deux personnes ont permis ont commencé, sont les premiers, d'abord Bender, à commencer à penser la souffrance qui peut exister au-delà d'un phénomène, par exemple, de poltergeist, dans une famille, d'une maison dite hantée, c'est-à-dire là où il y a des phénomènes un peu qui dépassent l'entendement. Donc il a été le premier à se demander quel sens ça pouvait avoir, que dans une famille, tout à coup, au lieu d'appeler un médecin, par exemple, hein, on avait des phénomènes paranormaux qui faisaient appeler plein d'autres choses que le médecin en général, le prêtre, le curé, et j'en passe. Et les journalistes aussi, évidemment. Donc il a mis en évidence le fait que
la problématique à la fois familiale et la problématique de l'adolescent hein, se combiner pour pour créer cet appel au secours, cet appel qui va aller faire venir un certain nombre de personnes et ouvrir et permettre à cette souffrance de se dire et de s'exprimer. C'était quelque chose de très important. Avant cela, avant ces deux précurseurs, depuis l'origine de la parapsychologie, depuis l'origine de la création des sociétés, de la SPR, puis de l'IMI, la SPR donc à Londres en 1880, puis de l'IMI en 1919, il y a eu un grand intérêt qui a été porté sur les expériences exceptionnelles, notamment au niveau du recueil de témoignages, de grandes enquêtes qui avaient été faites, dont Phantasm of the Living est l'un des ouvrages, et plein d'autres, hein, des témoignages, des expériences avec des sujets doués ou pas doués, enfin qui racontaient leurs expériences. Puis, on a recruté un certain nombre de sujets doués, très doués, on en a eu quelques exemples ce matin, Kluski et autres, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu toute une période où il y avait une sorte de dyade qui se constituait entre l'expérimentateur et le sujet. On avait comme ça des couples. On avait le couple Gelé-Kluski, on avait le couple Osti-Fortuny, on avait le couple Tenaeff-Croisé, on avait le couple Tête Sérios, Jules Zimbod, qu'on a vu tout à l'heure. Donc il y avait quelque chose où c'était une dyade dont les deux parties se reposaient l'une l'autre et s'informaient l'une l'autre. Et tout le monde y trouvait son compte. C'était assez remarquable comme travail. Puis quelque chose s'est passé. Alors je ne vous donne pas le détail, je vous renvoie à mon article qui va paraître dans le prochain bulletin de la métaphysique, où je détaille un peu tout cela. Avec l'évolution, donc ce qui s'est passé, ce qu'on le voit aujourd'hui, notamment après la guerre, avec l'évolution des mentalités, avec l'évolution d'un certain nombre de choses, effectivement, on a l'impression que les phénomènes paranormaux se sont, alors j'ai dit démocratisés, c'est peut-être pas un juste mot, mais se sont un petit peu dilués dans la société et on les voit arriver non pas sous la forme d'un sujet extraordinaire comme on en avait, mais sous la forme de plusieurs sujets qui ont des phénomènes plus ou moins importants paranormaux. Donc Bender a créé en Allemagne, pour ceux qui ne le savent pas, donc à la GPP, il a créé un institut dont une des fonctions, et ce n'est pas la seule, était d'accueillir ces personnes, de les conseiller, peut-être de les aider à dépasser ce qui se présentait pour elles de ce point de vue-là. Donc il avait créé ça en 1950. Et à l'IMI, donc le docteur Hubert Larcher, que je ne vous représente pas, a accompagné pendant plus de 20 ans, tant qu'il était directeur, des personnes qui venaient parce qu'elles avaient des phénomènes paranormaux. Donc la symptomatologie paranormale, c'est la condition de demande d'aide. C'est par là que ça passe, parce que j'ai des phénomènes, on parle dans ma tête, etc. Donc après, il faut faire évidemment la bipartition entre ce qui relève de la psychiatrie et ce qui relève du psy. Mais ce n'est pas toujours très, très facile. Donc à cette consultation, on collaborait un certain nombre de psy dont j'ai parlé tout à l'heure et dont moi-même. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a une consultation qui est assurée à l'IMI. Et puis ces deux mouvements, donc première réunion qui a fait se cohérer, présenté enfin le premier meeting international sur la parapsychologie clinique en 2007, et c'est aux Pays-Bas, pas très loin d'Utrecht, donc un certain nombre d'années après le premier colloque. Donc comme il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais vous présenter très rapidement un cas clinique très rapide. Donc il s'agit de vous montrer un autre type de personnes demandant de l'aide. Donc il s'agit d'une femme de 50 ans qui s'appelle Katia et qui vivait seule. Elle avait très ambivalente par rapport à l'idée de trouver quelqu'un, de trouver l'âme sœur. Elle avait envie et pas envie. Elle fréquentait les salons du bien-être, les salons énergéticiens. Et puis un jour, au cours d'une consultation avec un énergéticien, un stand, elle demande un soin et l'énergéticien la touche physiquement bien sûr et elle se sent touchée psychiquement. Elle a un état de bien-être absolu comme elle n'en avait jamais eu et elle se dit oh, si cet homme me fait du bien, je peux lui demander un soin à son cabinet parce que vraiment je ne me suis jamais sentie aussi bien depuis toujours. Et la partie, elle prend rendez-vous, elle va chez cet homme et il lui propose effectivement, en tout bien, tout honneur, il lui propose une séance de visualisation de chakras. Donc elle s'allonge et puis il lui dit, vous allez visualiser vos chakras, la roue des chakras qui tourne et la couleur des chakras. Et il la laisse pour aller s'occuper, j'imagine, d'autres personnes. Et au début, elle visualise et puis elle sent alors, c'est une suggestion, j'en sais rien, mais elle est saisie d'un sentiment d'abandon abyssal. C'est-à-dire qu'elle a l'impression qu'elle est en voie de néantisation. Et à ce moment-là, elle dit qu'elle voit le monde extérieur qui vacille
et elle voit la porte, le haut de la porte, comme quand on a assisté à un séisme, quand on est dans une maison qui a elle voit la porte bouger, les murs bouger, c'est pas possible, ça va pas. Enfin, il y a une partie d'elle qui essaie de la rassurer, et à ce moment-là, elle entend les pensées du thérapeute, dit-elle, et elle va, quelque temps après, avoir confirmation d'une partie de ce qu'elle a cru ou entendu, et elle s'en va dans un état un petit peu justement d'état de conscience très très modifié. Elle est complètement à côté de ses chaussures, comme on dit, de ses pompes, et elle retourne quand même à son travail. Le travail était quelque chose d'extrêmement bien investi, elle retourne à son travail, et elle a à ce moment-là elle lit la pensée d'une de ses collègues. Elle dit qu'elle n'avait rien à faire de cette collègue, c'est pas quelqu'un de très proche, et elle dit à cette collègue ce qu'elle a entendu, et elle vérifie la véracité de ce qu'elle a entendu. Donc deuxième coup de semonce, elle se sent très mal, et elle essaie de se rassurer aussi, et puis 2 jours après, elle entend une voix dans sa tête qui lui dit « un tel est mort ». Elle téléphone à la compagne d'un tel, et elle apprend qu'effectivement, il venait d'avoir un accident. Donc là, elle est prise d'angoisse terrible, on pourrait dire, si elle n'était pas dans le cas de l'expérience exceptionnelle à effet mineur. Si elle était là-dedans, elle aurait dit oh, ben c'est bizarre, j'ai eu des perceptions, mon Dieu. Bon. Là, non, elle entre dans un état extraordinairement angoissé, et elle se met à entendre des voix qui, évidemment, vont se mettre à l'insulter par tous les moyens, à la traiter de tous les noms, etc. Et elle entame, à ce moment-là, 2 semaines et demie de psychiatrie, parce qu'elle ne pouvait plus tenir, elle était trop angoissée, elle ne dormait plus. Et c'est à la suite de ça que je la reçois, parce qu'elle avait lu quelque chose. Aujourd'hui, avec Internet, c'est très facile, c'est pas parce qu'on les choisit nous-mêmes, c'est parce qu'il y a un grand choix possible, donc on clique sur tel et tel. Donc elle est arrivée comme ça, en me disant qu'elle avait ces voix qui l'insultaient, etc. Donc je vais faire vite, puisque je vais bientôt m'arrêter, je suis désolée, mais le travail a consisté d'abord à restaurer la relation à elle-même, à restaurer son contenant, à écouter ses voix, comme non pas des voix qui venaient de l'extérieur, parce qu'elle me disait, elles viennent de l'extérieur, c'est l'énergéticien qui me les a implantées. Donc il a fallu, tout le travail a consisté à ramener ces phrases qui étaient à l'extérieur, à les ramener comme lui appartenant, et comme ayant un sens, puisque le grand thème de ces problématiques, c'est insensé. Ce qui m'arrive est insensé. Je n'ai aucun contrôle dessus, et ça me vient d'un tel. Je vous rassure tout de suite, quand les gens font un grand dossier en me disant que c'est le KGB qui les poursuit, enfin l'ex-KGB ou la CIA, je peux quand même me rendre compte de ce dont il s'agit. Donc en fait, quelle est l'importance de ça, et on le voit très bien avec cette femme, c'est que la thérapie après a montré qu'en fait, elle avait une mère abandonnante, qui était elle-même prise par des hallucinations, elle parlait à Dieu en permanence plutôt que de parler avec ses enfants. Et cette solution trouvée par cette personne, et pas qu'elle-même, c'est une solution pour sortir de l'isolement, pour créer du lien, pour appeler des gens, pour amener des gens. Et cette femme, c'est pour ça que j'ai appelé, à la fin de mon abstract, j'ai parlé de conscience augmentée, selon mon expression, à moi, pas augmentée au sens général du terme. C'est parce qu'en fait, d'un état de conscience complètement malmené, je pourrais presque utiliser le mot altered des Anglais, avec la signification française, pour parler de ce qui lui est arrivé. De cet état, elle a commencé à se restructurer, à se narcissiser, et à trouver peu à peu ce qu'il y avait de vrai dans ses voix, qui en fait lui disait des choses à l'avance, quelques heures à l'avance, quelques mois à l'avance, une espèce de bonne maman prévoyante. Et en fait, peu à peu, elle s'est rendue compte qu'il y avait, parmi tout ce fatras, il y avait réellement des perceptions de télépathie, de prémonition, et qu'elle a commencé à faire sienne, et c'est là le début de la guérison, c'est quand elle a commencé à faire sienne, et son état de conscience s'est élargi dans la mesure où elle a commencé à lire, à s'intéresser à ces sujets, et à continuer son chemin. Voilà, et je m'arrête, et je vous remercie. Tout d'abord, merci pour ces présentations, c'est vraiment intéressant depuis ce matin, ça se suit bien, enfin, c'est vraiment passionnant, merci. Myriam Gabi, j'ai une question pour Johar Sihamed. Vous avez dit les EMC peuvent provoquer le psy, donc les états modifiés de conscience peuvent provoquer du psy, et parfois le psy peut provoquer les états modifiés de conscience. Et je me demande dans quelle mesure ce sont 2 choses différentes, ou visiblement vous les présentez comme 2 phénomènes différents, mais voilà, j'ai des questions sur la relation entre le psy et les états modifiés de conscience.
Mario en avait parlé ce matin, traditionnellement, les états de conscience sont reliés, soit parce qu'on utilise les états de conscience pour générer du psy, de la télépathie ou autre phénomène, soit parce que on sait que quand on utilise des états modifiés de conscience, de la relaxation, de l'hypnose, on met les personnes dans un état suffisamment réceptif pour pouvoir réaliser ce genre de phénomène, ou télépathie avec d'autres, etc. Donc je ne les lis pas, ce sont les deux facettes de la même chose. Ce n'est pas deux choses qui s'opposent, ce sont deux facettes en clinique. Quand on voit, effectivement, on a parfois des personnes qui ont assisté à quelque chose de tellement énorme que ça les met en état de conscience modifié, que ça a fait, je disais tout à l'heure, effraction dans leur vie psychique. C'est comme si on envoyait un coup de semonce ou un gros coup de canon. Ce qui me fait penser d'ailleurs ce cas avec son briquet, ça aurait pu être ça, il aurait pu être complètement mobilisé par cette histoire. Apparemment, il est resté dans des cas très très carrés, enquêtés. Donc en fait, c'est deux facettes de la même chose, et dans la clinique, c'est très important de savoir l'état dans lequel est le moment précis où cet événement arrive. Ça, c'est de la consultation qui permet de le mettre en jeu. Ce serait une question pour Djawar Si-Ahmed. Merci beaucoup pour Philippe Lacaze. La clinique de la parapsychologie me semble passionnante, et on voit quelque chose qui ressemble à une clinique de ce type-là avec Jung. Par exemple, Jung raconte qu'une de ses patientes a rêvé d'un scarabée d'or. Oui. C'était un moment délicat de la cure, et comme par hasard, mais plutôt par synchronicité, selon Jung, cet étrange insecte va taper sur la vitre au moment où sa patiente est allongée et fait le travail analytique. Alors, cet exemple est passionnant, il rejoint exactement ce dont on parle, ces synchronisations, ces synchronicités, le moment où la matière, quelque chose apparaît dans le monde, une sorte de matérialisation, puisque ce n'était pas du tout un insecte normal. Courant dans la région, oui. Mais ce qui me manque, et peut-être vous allez pouvoir m'éclairer, c'est Jung ne dit pas en quoi ça a modifié le cours de la cure, en quoi ça a permis la guérison de la patiente. Il manque ce que vous avez fait pour nous de manière très éloquente, c'est-à-dire le détail du cas clinique. Et là, on ne voit pas qu'est-ce qui va bouleverser cette femme. On imagine, mais est-ce que vous pourriez nous... Je crois qu'il le dit. Il dit que c'était une patiente extrêmement rationnelle, qui n'arrivait pas à entrer dans le processus de la thérapie et de l'analyse. Et un jour, elle fait un rêve. Elle fait le rêve de ce scarabée. Et elle raconte ce rêve. Donc, quelque chose en elle était probablement déjà prêt à modifier cette hyper-rationalité qu'elle avait, puisqu'elle fait ce rêve de scarabée, et au moment où elle le raconte à Jung, Jung entend derrière lui un bruit, il se retourne et il saisit, en fait c'est un cétoine doré, c'est un... Oui. Pardon, juste une petite précision, en effet la dame était vraiment une matérialiste complètement fermée, ça fait des années que ça patinait, l'analyse ne menait à rien, et tout à coup elle raconte ce rêve, et le scarabée d'or c'est le symbole de renaissance, quelque chose de nouveau qui arrive. Et évidemment là, Jung tilt, mais il se dit, si je lui dis ça, elle va se refermer comme une huître. Donc le thérapeute lui-même est dans une position d'interrogation, comment je gère cette info, comment je lui raconte, et il n'a pas la réponse. Et la réponse, ça va être toc-toc à la fenêtre, et il y a un scarabée doré, un cétoine, donc c'est très rare, qui est là. Donc ça, c'est la matérialisation d'une question à laquelle il ne trouve pas de réponse. Donc vous voyez, on est vraiment en situation là. Oui, c'est-à-dire que c'est une espèce de système qui fonctionne en commun, c'est-à-dire l'inconscient de la patiente, l'inconscient de Jung, le conscient de la patiente et le conscient de Jung, et quelque chose de l'ordre de l'inconscient collectif qui vient se greffer là-dessus. Donc c'est pour ça que ça constitue cette espèce de moment magique qui fait que ça va... Et ça va basculer, c'est-à-dire en 2 mois, la dame a terminé l'analyse, elle n'a plus de problème, elle est parce que Jung lui explique, voilà, ça signifie ça, et d'ailleurs, il ouvre la fenêtre, en plus, il ouvre la fenêtre, il le fait rentrer. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, que dans les rapports complexes qu'il avait avec Freud, il disait, Freud, lui, il aurait tiré le rideau, faut pas voir, moi j'ai ouvert la fenêtre. Il n'aurait même peut-être pas entendu, mais ce qui était intéressant, c'est qu'il a pris le scarabée, c'est ça l'extraordinaire de ça, et lui dit voilà votre scarabée. C'est-à-dire que donc ça provoque évidemment, à moins qu'elle ait été complètement fermée, mais c'est quand même elle qui a fait le rêve, donc elle était déjà prête. Donc ça provoque une espèce de vacillement. Donc elle raconte un scarabée, et Jung lui présente le scarabée. Donc c'est très important effectivement cette rencontre.
Et donc peut-être que, je ne sais pas si Philippe, je te donne la réponse. Merci beaucoup. J'ai une hypothèse complémentaire à la vôtre, oui. c'est que Jung serait une sorte de médium à effet physique. Et dans sa relation avec Freud, par exemple, quand il lui dit la bibliothèque, quand la table a un bruit, ça va craquer, bien une sûr. fois, 2 fois ça craque. Oui. Il ressemble à ces phénomènes oui. qu'on étudie, de la matière qui se manifeste par des craquements ou par une matérialisation. Bon. Il y a eu une intention, et il le dit très bien dans Ma vie, dans son ouvrage autobiographique. Il raconte notamment un été où il veut écrire là-dessus, mais il hésite, il est quand même dans un cadre clinicien très important et il ne sent pas, il retarde le moment de se mettre à cette écriture. Et là, la maison où il est se met à faire, il y a des coups, il y a des poltergeists partout, il y a vraiment quelque chose. Et un jour, il se dit, bon, est-ce que ce ne serait pas l'univers qui est en colère contre moi? Parce que je ne vais pas à mon bureau, je commence pas ce livre. Et du jour où il commence le livre, tous les phénomènes s'arrêtent. Donc il était sensible à ce langage. Vous savez, comme on dit que la maladie, c'est lorsque on a une information dans notre cerveau, on refuse de l'entendre. Donc ça passe par les organes pour faire passer un message, hélas, d'une manière qui est beaucoup plus embêtante pour le sujet. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que je disais tout à l'heure de la solution paranormale, c'est ça aussi. C'est-à-dire quelque chose d'un conflit inassumable, impossible à métaboliser, impossible à dire, et qui va choisir cette voie. Alors pourquoi on choisit cette voie, je ne sais pas, mais qui va choisir cette voie du psy, et qui va ramener des personnes tout à fait différentes. C'est un appel d'air pour que d'autres personnes viennent entendre et viennent constater ce conflit, et peut-être l'aider, pas peut-être d'ailleurs, aider à élaborer ce conflit. Ok, oui. Continuons. Charlotte Lemoine, j'ai deux éléments pour rebondir sur la synchronicité. Ma question, je suis là. Pour vivre beaucoup de synchronicité en ce moment, je me demande si la synchronicité, c'est un rapport avec l'état de conscience. C'est quel état de conscience c'est quand on a beaucoup de phénomènes synchronicité. Et le deuxième point qu'on n'a peut-être pas encore, j'ai pas entendu aujourd'hui, c'est la notion de deuil, parce qu'effectivement, quand quelqu'un est en mort, mais les proches, ils vivent aussi d'autres états et parfois des phénomènes qui peuvent être aussi parapsychologiques. Donc, qu'en est-il sur ces recherches? Alors, moi, j'avais envie de vous renvoyer, je ne l'ai pas cité parce que je vais dire par manque de temps, peut-être pas. Hubert Larcher, dont on a beaucoup parlé, a fait une hiérarchie des états de conscience qu'il faut vraiment aller regarder. Donc, c'est publié notamment, ça a été republié dans l'Odyssée de la conscience, que vous pouvez trouver à l'IMI, je pense qu'on peut encore le trouver, à l'Institut métapsychique, où Renaud Evrard a réédité un ensemble de textes d'Hubert Larcher. On le trouve aussi dans mon livre que j'ai passé tout à l'heure très vite pour une psychanalyse des expériences exceptionnelles. On voit, c'est vraiment, il a synthétisé et mis en échelle les états de conscience et on comprend très bien ce qu'il en est des liens entre les états de conscience et le désinvestissement du corps. Plus le corps est désinvesti énergétiquement et plus l'état de conscience est modifié. Juste un tout petit complément pour madame. Si vous attachez du sens d'importance à une synchronicité que vous vivez, vous allez en avoir plein d'autres. C'est comme une maîtresse de maison qui passe un plat, vous dites oh oui c'est bon, et puis après elle vous le repasse, ah oui avec plaisir, mais si elle vous repasse, vous dites non, le plat ne repassera plus. Donc ça c'est vraiment quelque chose je crois qui est symptomatique. Quand vous êtes attentif, il ne s'agit pas d'être un obsédé des signes, de voir des synchronicités partout, mais la synchronicité c'est une apparente coïncidence chargée de sens, c'est la définition de Jung. Si vous trouvez un sens, si c'est la réponse à une question ou que vous formulez ou que vous n'osez pas vous formuler, ensuite vous en parlez à quelqu'un et faites l'expérience, vous êtes en train d'en parler, il va s'en produire une nouvelle. Deux personnes qui ont connu une synchronicité, qui échangent leur vécu, créent d'autres synchronicités. C'est vraiment statistiquement, là je parle vraiment vu du travail des statisticiens, quelque chose de renversant.